nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau ce soir deux invités. Monsieur Benjamin Lavergne, enseignant-chercheur à l'Université de Tours et responsable de la première année. Bonsoir. Bonsoir. Et mademoiselle Charlotte Morel, étudiante en master première année de droit immobilier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne va pas vous proposer un cours de droit ce soir, mais plutôt une approche globale de la discipline. Des prérequis pour réussir jusqu'aux débouchés potentiels, mais aussi le contenu pédagogique et l'organisation des cours. On veut avant tout que cette émission soit interactive, c'est pour ça qu'elle est en direct. Alors n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme WooClap, dont vous trouverez le lien dans la description, afin d'apporter votre contribution. Vous avez aussi bien sûr le chat sur YouTube pour poser toutes vos questions. Nous avons Pauline et Audrey en coulisses qui seront là pour y répondre et on en sélectionnera quelques-unes pour pouvoir les poser à nos invités. Alors, la première question qu'un lycéen peut se poser en envisageant ce cursus, c'est le droit, qu'est-ce que c'est à la fac? Alors justement, comme on a Charlotte sur le plateau, qui en est à sa 4e année d'études à l'Université de Tours, je vais lui demander, à l'issue de ton baccalauréat, quelles ont été tes attentes ou qu'est-ce que tu as espéré en arrivant en licence à l'Université de Tours? Bien, c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit un grand changement parce que les formats de cours sont très différents par rapport au lycée. Donc je savais que là-dessus, ça allait être un grand changement. Après, ça s'est très bien passé parce qu'on a une semaine d'intégration qui nous donne bien ce qui est les débouchés et autres. Et ça a bien correspondu par rapport à mes attentes. Mais voilà. Donc, Monsieur Lavergne, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur le contenu, notamment de la première année de cette discipline qui est souvent une découverte pour nos nouveaux étudiants? Oui, alors vous rappeliez la semaine de pré-rentrée. Pendant cette semaine-là, on donne des cours expliquant ce que c'est que le droit. Donc toute la semaine, des enseignants, chercheurs expliquent pour mettre les étudiants dans le bain de la matière et leur donner des premières pistes de réflexion peut-être. La première année en droit, on a une offre de formation qui est modulaire en fait. Donc on a plusieurs grands blocs avec des matières obligatoires et après des matières à choisir parmi plusieurs options. Donc parmi les matières obligatoires, il y a le droit constitutionnel et le droit civil qui sont les matières fondamentales en première année. Donc avec des cours en amphithéâtre et puis des travaux dirigés, donc en petits groupes, où les étudiants travaillent sur la méthode, lisent des arrêts, font des commentaires, etc. Il y a ensuite des matières qui n'ont pas de travaux dirigés, mais qu'il faut simplement suivre en amphithéâtre, et notamment l'histoire du droit et les institutions juridictionnelles et administratives. Et puis ensuite, il y a un troisième module en réalité où les étudiants doivent choisir parmi une matière qui n'est pas juridique. Donc ça, on a insisté là-dessus à Tours, ce n'est pas le cas dans toutes les autres facultés. Les matières sont les suivantes, c'est sciences politiques, géographie, économie, gestion et grands enjeux contemporains, mais qui sont des cours en anglais. Donc c'est des matières non juridiques, les étudiants choisissent leur option, donc cette option en début d'année, et ça leur permet de voir tout simplement autre chose, et éventuellement se réorienter dès le second semestre si d'aventure le droit ne leur plaisait pas en réalité. Donc je prends un exemple très concret, c'est si un étudiant est inscrit donc en droit et qu'il suit l'option gestion et qu'il préfère la gestion, eh bien il peut basculer dès le second semestre dans la L1 gestion. Et puis après, il y a un 4e module en fait d'accompagnement du travail universitaire. Donc il faut que ceux qui nous écoutent oublient cette idée, cette image un peu d'Épinal que l'université, on est lâché dans la nature. Là, les étudiants sont vraiment encadrés, donc il y a de l'accompagnement en français notamment pour se remettre un petit peu à niveau, parce qu'il y en a parfois besoin, on y reviendra peut-être. Il y a un accompagnement par des tuteurs pédagogiques qui sont, ça aussi toutes les facultés ne le font pas, mais les tuteurs pédagogiques, ce sont des étudiants qu'on a sélectionnés à l'issue de la première année, donc parmi les meilleurs étudiants tout simplement, et surtout parmi les plus motivés. Et qui vont encadrer en fait les nouveaux arrivants. Donc ce sont des étudiants qui sont en 2e année et qui vont accompagner pendant tout le premier semestre les étudiants de première année. Ça leur donne un contact de proximité qui est rassurant pour eux parce que ce sont des étudiants qui n'ont qu'un an de plus qu'eux et qui ont été confrontés à la première année depuis une date très récente, alors que nous ça remonte évidemment à quelques années.
Donc ça, c'est très rassurant. Et puis un module aussi au second semestre d'orientation professionnelle où on oblige les étudiants dès la première année à s'interroger sur leur avenir. Et on leur demande d'aller sonner aux portes des professions juridiques, des avocats, des notaires, pour solliciter un entretien en fait, et se confronter sans doute à la réalité des métiers qu'ils envisagent de faire. Et s'ils n'ont pas d'idée du métier, c'est tout à fait normal de ne pas avoir d'idée en première année, eh bien ça leur permet déjà d'avoir quelques pistes dès la première année. Donc là, vous nous avez bien parlé de cette organisation modulaire des enseignements. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner en quelques mots les modalités de contrôle de connaissances, à savoir les évaluations, en gros les examens? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'année universitaire, mais ça c'est le principe dans toutes les universités, dans toutes les facultés, est divisée en 2 semestres. Donc un premier semestre de septembre, donc la rentrée maintenant elle se fait très tôt, hein, dès la première semaine de septembre jusqu'au mois de décembre. Donc là il y a une première session d'examen pour toutes les matières qui auront été vues tout au long du semestre. Sur les matières fondamentales qui disposent de travaux dirigés, il y a des exercices tout au long du semestre à faire, donc des devoirs maison tout simplement, hein, des copies à rendre, des commentaires d'arrêt, etc. Et un examen blanc hein, pour ces matières qu'on appelle un galop d'essai qui a lieu vers le mois de novembre. Donc les étudiants ont déjà une idée quand même de leur niveau ou éventuellement des difficultés auxquelles ils vont être confrontés au mois de décembre. Donc ça, ce sont les examens terminaux et début janvier. Et puis, dès début janvier, le second semestre commence avec, même schéma, un contrôle continu tout au long de l'année. Et puis, au mois de mai, les examens, donc en amphithéâtre, dans des conditions d'anonymat notamment. C'est souvent pour les matières fondamentales, ce sont des épreuves de 3 heures, donc avec des dissertations, des cas pratiques ou des commentaires, mais dont la méthode aura été travaillée tout au long de l'année. Et puis pour les plus petites matières, on va dire, qui n'ont pas de travaux dirigés, là ce sont des examens d'1 heure. Donc voilà, deux périodes d'examen, décembre, janvier, et puis avril, mai, on va dire. Et puis si ça ne marche pas, il y a une session de rattrapage qui est organisée à peu près au mois de juin. D'accord. Donc on voit qu'on aborde de nouvelles matières, de nouvelles modalités de contrôle des connaissances. Donc j'imagine que ça nécessite une bonne méthode de travail. D'après vous, Charlotte, quels seraient les atouts, en tout cas les bonnes pratiques à adopter pour réussir cette première année? Pour moi, ce qui est le plus adapté, c'est comme l'a dit Monsieur Laverne, pour tout ce qui est les matières à TD, on les fait tout au long de l'année. Donc il n'y a pas réellement besoin de relire le cours très souvent, puisqu'au final, vous allez le faire pour préparer vos TD, qui demandera déjà du temps dans la semaine. Donc au final, rajouter encore des heures sur ces cours-là n'est pas forcément très utile. En revanche, lire les cours des petites matières que vous n'êtes pas suivis au long du semestre, pour moi, ça, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire « Oh, c'est une petite matière, je vais attendre la fin du semestre pour relire, je prends juste le cours proprement ». Ça ne suffira pas, parce qu'au final, à la fin du semestre, vous aurez oublié le cours. Et il est mieux de relire ces cours-là dans la semaine. Donc tous les soirs, peut-être passer 1 heure sur les petites matières. Et le week-end, en revanche, consacrer ça aux grosses matières, donc préparation du TD, où à ce moment-là, forcément, vous allez relire le cours. Il y a une partie de travail personnel, hein. Je disais que les étudiants étaient beaucoup plus encadrés qu'avant, mais ce n'est pas le lycée non plus. Donc il y a quand même une autonomie à acquérir, c'est normal, ce sont des jeunes qui sont majeurs ou qui vont le devenir immédiatement. Donc il y a une partie d'autonomie personnelle à acquérir, même si on est là, encore une fois, pour un petit peu forcer les étudiants à travailler, notamment donc, par les travaux dirigés. Donc en petits groupes, là ils seront face à des chargés de travaux dirigés qui vont leur demander de rendre des exercices chaque semaine. Et puis après, vous le rappeliez, effectivement sur d'autres matières, ils sont un peu plus seuls. Même si, j'insiste là-dessus, la faculté de droit de Tours, c'est une faculté à taille humaine. Alors même si on accueille de plus en plus d'étudiants, on reste quand même à taille humaine et on a une tradition de bienveillance vis-à-vis des étudiants, et surtout, on reste accessible. Hein. C'est-à-dire qu'on ne s'en va pas en courant à la fin du cours en amphi. Les étudiants savent où sont nos bureaux, nos portes sont ouvertes, ils ont nos adresses mail et on reçoit beaucoup de mails. Et on essaye d'y répondre. Mais cette idée voilà, qu'on est là non plus, on ne peut pas tenir la main de tout le monde. Donc il y a une part d'autonomie, mais on est là aussi quand même pour rassurer le plus possible les étudiants. D'accord.
Et justement, Charlotte, on parle de ce travail en autonomie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'outils qui sont à votre disposition, comme les bibliothèques universitaires, les CRL ou l'ENT, par exemple? Par exemple, par rapport à la bibliothèque, il est vrai que la bibliothèque universitaire du site des Deux Lyon, là où est la faculté de droit, est très bien fournie en manuel de droit. Vous n'aurez pas à acheter de manuel de droit. En théorie, tout est fait pour qu'il y ait un système d'emprunt à la bibliothèque avec plusieurs exemplaires mis à votre disposition. Il n'y a aucun souci là-dessus, surtout que souvent, il y a au moins un exemplaire de l'ouvrage qui reste à la bibliothèque. Et sinon, au cas où, il y aura d'autres références qui auront potentiellement à peu près le même contenu, donc il n'y a pas à s'affoler. Le plus souvent, en première année, la seule chose à acheter, c'est le code civil. Mais donc là, c'est par rapport à la bibliothèque universitaire. Ensuite, par rapport aux outils Internet, il y a la plateforme Célène, où certains professeurs mettent l'entièreté de leurs cours sur cette plateforme, donc disponible en PDF, ou alors des pistes supplémentaires pour approfondir le cours dispensé en cours magistral. Parfait. Certains enseignants, effectivement, pratiquent ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs cours en ligne et ils demandent aux étudiants d'arriver en amphithéâtre en l'ayant déjà parcouru et de sorte à avoir une interactivité, même en amphithéâtre. D'autres enseignants, évidemment, mettent le plan de leurs cours, les plaquettes de travaux dirigés, c'est-à-dire les documents sur lesquels les étudiants devront travailler pour la prochaine séance, des schémas, des tableaux, enfin ça, chaque enseignant est libre du contenu qu'il met. Mais disons que c'est pratique pour communiquer avec les étudiants. Et effectivement, moi, quand on me demande est-ce que je dois acheter tel ou tel manuel, c'est vraiment pour aller plus loin. Les manuels, ça peut coûter cher. La bibliothèque, elle est belle, elle est en bon état, on a des beaux locaux. Donc il n'y a pas nécessairement besoin, si ce n'est évidemment le code civil qui est quand même l'incontournable de la première année. D'accord. Alors, autre chose qui est souvent prenant lorsqu'on rencontre des futurs étudiants qui sont habitués à travers les applis sur leur téléphone portable et les évaluations qu'ils peuvent laisser sur les différents sites, c'est de connaître la pertinence ou la performance de telle ou telle faculté dans son domaine disciplinaire. Alors, sans rentrer dans des logiques de concurrence entre universités, est-ce que vous pourriez nous donner les atouts que peuvent proposer les licences qui sont proposées à droit à Tours comme dans son antenne de Blois? Les licences, pardonnez-moi? La licence de droit, oui. Qu'est-ce qui pourrait être plus à mettre en avant c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une certaine proximité, un certain encadrement, en tout cas on met un point d'honneur à encadrer nos étudiants et à ne pas les laisser perdus, on va dire, dans la nature. Même si, encore une fois, on a beaucoup d'étudiants et de plus en plus. Je pense que ça porte ses fruits. On a aussi une équipe pédagogique, évidemment, là je parle de mes collègues, qui est évidemment performante, motivée et disponible, encore une fois. Ce qui fait que je pense que ces résultats se voient, puisque ça fait plusieurs années d'affilée qu'on est classé par un classement indépendant, il apparaît à l'écran, 4e meilleure licence de France. Selon un certain nombre de critères, c'est-à-dire le taux d'accès futur à l'emploi, la qualité d'accueil, etc. Donc nous aussi, nous sommes évalués. Les étudiants nous évaluent aussi, d'ailleurs, ponctuellement. Donc on peut s'améliorer éventuellement en lisant cela. Et puis plus globalement, c'est le cadre de vie quand même de la faculté et de l'université de Tours. C'est-à-dire qu'on est dans une ville extrêmement agréable, où il y a une vie étudiante extrêmement développée. La faculté est au pied du tram, à quelques minutes du centre-ville. Donc ça, c'est un plus aussi. Le logement étudiant, je pense, n'est pas plus cher qu'ailleurs, il est peut-être même un peu moins. Donc tout ça, c'est un faisceau, un ensemble de conditions qui font que je pense qu'il y a un bien-être étudiant particulièrement présent à Tours. Très bien. Donc, avant d'intégrer la licence de droit à l'Université de Tours, pour tous ceux qui désirent s'inscrire, il y a la procédure de préinscription, Parcoursup. C'est une procédure qui peut parfois paraître complexe et qui est souvent source de stress pour les jeunes lycéens et leurs familles. Lorsqu'on aborde les fiches formation qui sont proposées par le moteur de recherche sur cette plateforme, nous avons une rubrique qui s'appelle « Les attendus ».
excusez-moi. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des attendus qui sont déterminés à l'échelle nationale concernant la licence de droit? Alors, les attendus, qu'est-ce qu'on attend d'un lycéen qui s'inscrit en droit? Je tiens d'abord à préciser, parce que la question est beaucoup posée pendant les forums d'orientation, etc. C'est que peu importe l'option qui va être les options désormais dans le nouveau bac qui seront choisies par l'étudiant. Historiquement, le droit, on accueille eh bien, des filières L, ES et S pour les baccalauréats généraux. Et ces filières-là réussissaient à peu près de manière équivalente. Donc, moi, ce que je pourrais dire aux lycéens qui nous écoutent, c'est que choisissez les options qui vous plaisent, à condition de faire des choix cohérents, hein, et peut-être de reconstituer les anciennes filières. Mais, en tout état de cause, le droit s'apprend à l'université, il ne s'apprend pas au lycée. Donc, peu importe les options qui auront été faites, alors certaines apporteront peut-être un peu plus de curiosité, peut-être un petit peu plus de dimension de matière géopolitique, par exemple, parce qu'il y a ce type d'option-là. Mais honnêtement, le droit s'apprend à l'université. Après, sur les attendus, sur les qualités qu'on attend des étudiants, on est là pour les former de toute façon. Mais ce qu'il faut quand même, c'est une curiosité vis-à-vis du monde. Ça, c'est sûr. Il faut aimer suivre l'actualité. Il faut s'y habituer assez vite. Je parlais des matières fondamentales en première année, mais quand on étudie le droit civil en première année de droit, on parle de la procréation médicalement assistée, on parle de la gestation pour autrui. Ce sont des questions juridiques, mais aussi des questions de société. Hein, quand on parle du référendum d'initiative citoyenne, de la crise des Gilets jaunes, des relations entre le président et le Premier ministre, ce sont des questions de droit constitutionnel. Donc ça, il faut vraiment avoir une curiosité et s'informer. La deuxième qualité, ce sont peut-être avoir des qualités de l'aisance, on va dire, rédactionnelle, parce que le droit est quand même une matière littéraire. Il faut écrire des réponses à des cas pratiques, des dissertations, des commentaires. Donc il faut savoir écrire et bien écrire et surtout utiliser un vocabulaire spécifique. Le droit, c'est une méthode, mais c'est aussi un vocabulaire très spécifique qu'il faut apprendre. Après, évidemment, qu'on ne demande pas aux nouveaux arrivants de connaître ce vocabulaire immédiatement. Mais il faut savoir le maîtriser. Et puis, dernière qualité, je pense, c'est la rigueur. Donc là, qui est plutôt scientifique, on va dire. Parce que le droit, voilà, c'est un raisonnement, c'est une méthode. Il faut avoir une certaine rigueur dans cette démonstration. Parce que le métier de juriste, c'est tout simplement, il y a un problème, il faut savoir y répondre et argumenter cette réponse. Alors, est-ce que justement, pour évaluer les qualités requises, tous les candidats Parcoursup qui font un vœu vers une licence de droit, que ce soit à Tours ou ailleurs en France, doivent passer un test d'auto-évaluation? Oui. Alors, je tiens à préciser que nous n'obtenons pas les résultats de ce test, hein, c'est simplement l'attestation qui est à joindre au dossier des candidats, mais je ne sais pas si vous l'avez passé, il justement évalue ses qualités d'expression écrite, de logique, de culture générale. Est-ce que vous avez un avis sur ce test? Alors, ce test en fait a été élaboré afin que les futurs étudiants en droit se situent un petit peu comment dire, et se confrontent déjà aux questions auxquelles ils seront confrontés par la suite. Donc c'est vraiment un test qui, en fait, n'a pas vraiment de conséquences sur la suite. C'est-à-dire que nous, vous l'avez dit, on n'a pas les résultats du test, hein, quand on utilise la procédure Parcoursup. Simplement, c'est vraiment pour le futur étudiant, pour qu'il ait une idée, encore une fois, des questions qui lui seront posées, et puis pour voir son niveau de culture générale, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, pour être un bon juriste, il faut aussi s'intéresser à l'actualité. Donc ce test, il faut le faire, c'est obligatoire pour pouvoir faire un choix, pour faire un vœu dans une première année de droit, dans toute la France en fait, hein, ça c'est commun à toute la France. Mais encore une fois, nous on a simplement l'indication sur la plateforme Parcoursup que l'étudiant ou l'étudiante a fait le test et c'est tout. Okay. Alors justement, quand on aborde en tant que nouveau bachelier cette première année à l'université, qui plus est en licence de droit, Charlotte, quelles sont les principales difficultés que peuvent rencontrer les nouveaux étudiants selon vous? Globalement, le plus gros choc, ça va être de se retrouver dans un amphithéâtre qui est... Ça dépend, il y a différentes tailles, mais le plus souvent, on est dans des amphis de 300, 400 personnes.
quand on passe de petites classes de 30-35, c'est un choc les premiers jours, je ne vais pas vous le cacher. Après, on prend vite l'habitude, on se rend compte qu'on peut quand même poser des questions aux professeurs. Alors, le plus souvent, ce sera à la pause. Tous les professeurs n'acceptent pas des questions au milieu des cours, car à 400, ça pourrait vite devenir assez problématique. Mais les professeurs restent très disponibles pour répondre à nos questions, parce qu'ils sont là aussi pour nous aider à apprendre. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que c'était le plus gros changement, parce qu'au final, les travaux dirigés, c'est un peu retrouver ces classes de lycée. On est par groupe de 30 et on approfondit des points précis du cours. Donc à part ça, non, il n'y a pas tant de difficultés que ça. D'accord. Et justement, Monsieur Lavergne, tout à l'heure, vous évoquiez le tutorat, l'accompagnement, tout ce qui est compétences transversales aussi qui peuvent aider à réussir. Est-ce que ça concerne beaucoup d'étudiants à promo? C'est appliqué à tout le monde? C'est en fonction des difficultés rencontrées? Alors, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce module 4 d'accompagnement du travail universitaire, c'est pour tous les étudiants. Hein, le tutorat, c'est tout au long du premier semestre pour tous les étudiants, donc encore une fois, où ils apprendront comment prendre des notes en amphithéâtre, comment eh bien, travailler sur la méthode du cas pratique, de la dissertation, comment faire des fiches de révision, etc. Ça, c'est ouvert vraiment à tous les étudiants. À terme, ce n'est pas encore le cas cette année, mais ce sera le cas l'an prochain. Donc ceux qui nous écoutent, s'ils sont jeunes, ils seront concernés. Il y aura des dispositifs de remédiation. Alors le mot est un petit peu compliqué, mais simplement ça veut dire des dispositifs de soutien pour des étudiants qui seraient en difficulté, en fait, soit parce qu'ils sont en redoublement, soit parce que leurs premiers résultats au cours du premier semestre eh bien, démontrent qu'ils sont en difficulté. Donc ça, ce sera pour un nombre limité d'étudiants quand on mettra en place ce mécanisme. Mais tous les autres dispositifs d'accompagnement sont ouverts à tous les étudiants. Alors une question aussi que beaucoup de lycéens qui viennent nous rencontrer sur les forums d'orientation peuvent nous poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire en amont de la rentrée pour préparer et entrer en licence dans de meilleures conditions? Est-ce que vous avez un avis, Charlotte? Mon avis va peut-être un peu choquer, mais au final, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce qu'on a des a priori sur ce qu'est le droit quand on sort du bac, mais au final, ça ne va pas du tout être ce à quoi on s'attendait ou ce sera quand même différent. Par rapport à mon expérience, je sais que je sortais du bac, je me disais, j'ai passé l'épreuve de ma vie, ça y est, j'ai envie de prendre un peu de temps. Je me souviens qu'au mois d'août, j'avais commencé à me dire, tu rentres quand même à la fac, il faudrait peut-être que tu t'en renseignes un peu. Je savais ce que je voulais faire, donc je devais obligatoirement faire du droit. Mais sur les matières, peut-être à prendre de l'avance. Et j'avais acheté un manuel qui est spécialisé pour aider les personnes qui ont des difficultés. Et c'était réussir son droit. Et au final, ce n'était pas du tout adapté à des étudiants en droit. Ça répondait à des questions que pouvaient se poser des salariés ou ce genre de choses. Et au final, c'est la semaine d'intégration qui vraiment nous met dans l'ambiance de ce que seront des études de droit et ce qu'est être un étudiant de droit. D'accord. Et Monsieur Lavergne, vous pouvez nous parler d'un temps fort qui va être bientôt d'actualité, c'est-à-dire la journée porte ouverte qui peut constituer une étape aussi importante avant d'intégrer l'université. Oui, alors toute l'université organise des journées portes ouvertes dans toutes les facultés. Nous, donc sur le site des Deux Lyon, on accueille aussi donc, le 8 février prochain tout au long de la journée. J'invite ceux qui nous écoutent à aller voir sur la page internet, on donnera l'adresse de la faculté de droit, pour voir le programme détaillé. Parce qu'il y a une petite originalité chez nous, c'est qu'on propose des vrais faux cours en amphi de 30 minutes en droit civil et en droit constitutionnel, donc fait par des vrais collègues, là pour le coup, fait tout simplement pour que les futurs étudiants et leurs parents aussi voient à quoi ressemble un cours de première année. Donc c'est des petites séquences de 30 minutes en amphithéâtre dans des conditions quasiment réelles. Et ensuite, dans les locaux, il y a des visites qui sont organisées par les associations qui sont très présentes aussi, je tiens à les saluer, les associations étudiantes qui sont là pour faire vivre tout simplement la faculté, et il y en a beaucoup à la faculté de droit, d'économie et de sciences sociales. Donc ces visites seront organisées par ces associations-là.
Et puis l'équipe enseignante, un certain nombre de membres de l'équipe enseignante seront là pour répondre aux questions des personnes qui viendront. Des tuteurs seront également là, donc contact de proximité encore, pour répondre à des questions peut-être un peu plus précises ou personnelles sur comment s'organiser en première année. D'ailleurs, je tiens à rajouter que durant cette journée porte ouverte, la Maison de l'orientation et de l'insertion professionnelle proposera une conférence sur Parcoursup. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous déplacer sur le site des Deux Lions. Elle aura lieu de 12 h à 13 h. Alors, je rajouterai aussi un petit élément d'information qui peut être intéressant pour les futurs étudiants. C'est ce qu'on appelle les MOOC. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces cours en ligne qui sont ouverts. Il y en a un qui s'appelle « Le droit est pour moi ». Il a été concocté par nos collègues de l'Université de Paris-Assas. Et vous pouvez librement suivre cette initiation en fait, au droit et en amont de votre rentrée, pouvoir avoir des éléments d'information sur le rythme, la méthodologie et le pourquoi des études de droit. Justement, le pourquoi, on va y venir, c'est les débouchés, puisqu'on a souvent des gens qui s'inscrivent en droit sans forcément un projet professionnel bien défini. Lorsqu'on écoute les lycéens lors des forums, les métiers de la justice reviennent en force sur les métiers décrits comme étant leur objectif, avocat, magistrat. La représentation des métiers n'est peut-être pas toujours très juste et notamment la difficulté d'accès, comme une école comme l'École nationale de la magistrature qui a un concours d'entrée très sélectif où il y a très peu d'élus par rapport au nombre de candidats. Alors ce qu'on pourra conseiller aux futurs étudiants en droit, c'est qu'ils élargissent leur champ d'investigation en termes de métiers à la suite des études de droit, parce qu'on sait très bien que les juristes sont recrutés dans de nombreux secteurs d'activité. Vous pouvez avoir aussi bien des entreprises du secteur privé, de la fonction publique bien entendu, mais aussi le secteur associatif qui vont recruter des gens avec ce profil juridique. Donc n'oublions pas aussi que la licence reste un socle d'études, d'enseignements fondamentaux, qui est une base, mais qui va nécessiter une spécialisation et l'acquisition de compétences professionnelles et surtout d'expériences professionnelles à travers des stages. La plupart, enfin la grande majorité des titulaires de licence vont poursuivre leurs études en master. Alors justement, quand on parle de master, là on aborde une autre étape, c'est la sélectivité. Puisque pour rentrer en licence, un baccalauréat suffit. Les promotions de master étant plus restreintes, il y a une vraie sélection à l'entrée avec études de dossier, entretien. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, monsieur Laverne ? Alors, vous avez rappelé beaucoup de points. Effectivement, vous l'avez dit, il faut que les auditeurs et auditrices comprennent qu'il y a une spécialisation progressive de l'étudiant. La première année reste assez généraliste. Ce sont des introductions au droit civil, des introductions au droit constitutionnel. Et puis, petit à petit, les étudiants se spécialisent d'abord par des options choisies. Et puis, en troisième année, là, il y a un vrai, un vrai choix à faire entre notamment le droit public, le droit privé et la science politique aussi, puisqu'on propose une troisième année, une L3 de sciences politiques. C'est à la fin, pour répondre à votre question, c'est à la fin de la troisième année désormais que la sélection en master se fait. Donc les étudiants ont déjà une bonne idée en fait des matières qu'ils aiment réviser tout simplement et peut-être du métier qu'ils aimeraient faire. Dès la deuxième année, les étudiants savent très bien s'ils veulent aller vers le droit public ou le droit privé. Globalement, le choix se fait assez rapidement. On connaît les raisons, enfin ils les verront très souvent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'historiquement, la sélection se faisait en quatrième année. Désormais, à Tours et désormais dans tout le reste des autres facultés de France, la sélection se fait à la fin de la troisième année. Donc ça arrive finalement assez vite et cette sélection se fait sur la base des résultats des 3 premières années. Pour accéder à un master, donc, et la faculté de droit de Tours propose des masters qui sont pour beaucoup d'entre eux en apprentissage. Ce qui va augmenter encore, même si on était déjà très bon, le taux d'insertion professionnelle des étudiants diplômés. C'est-à-dire qu'un master en apprentissage, donc c'est un master, ça dure 2 ans, donc. Et la deuxième année, les étudiants en alternance sont en entreprise, dans une institution quelconque, en apprentissage, et le reste du temps, ils suivent des cours classiquement. Donc c'est des formations professionnalisantes, tout simplement, et on voit nos taux d'emploi, d'accès à l'emploi dans les 6 mois d'obtention du diplôme de master,
eh bien, sont quasiment de 100% en réalité pour tous nos masters juridiques. Charlotte, as-tu des choses à rajouter concernant le master, puisque tu es inscrite en première année de master? En première année, même si l'alternance n'est pas disponible, dans la maquette du master, vous pouvez aussi faire des stages. Et en l'occurrence, le plus souvent, on choisit de le faire sur le mois de janvier. C'est le plus pratique au niveau de nos heures de cours. Et à ce moment-là, les professeurs sont assez enthousiastes avec cela, parce que c'est vrai que c'est quand même mieux de faire un stage quand on a déjà acquis énormément de compétences, car c'est une plus-value pour l'entreprise qui nous accueille, même si on ne fera pas non plus énormément de choses, vu que ça reste 3 semaines le plus souvent Oui. la période de stage. Alors qu'en revanche, en deuxième année de master, donc en 5e année en tout, là, ce sont déjà des collaborateurs que les entreprises ou les institutions publiques cherchent en réalité. Donc là, il y a une véritable formation. Mais il y a cette idée, il faut que vraiment les futurs étudiants en aient conscience. C'est que effectivement, faire des études à l'université, ça suppose aujourd'hui, il faut le dire, 5 ans d'études. C'est-à-dire qu'avec une licence, c'est-à-dire 3 années, eh bien, en réalité, alors certains concours sont accessibles, mais quand même la vaste majorité des emplois et des concours se fait soit niveau Bac+4, soit, parce qu'à l'époque il y avait encore la maîtrise, maintenant ça n'existe plus, mais la plupart du temps niveau Bac+5. Pour rentrer à l'école des avocats, c'est un niveau Bac+4 qui est encore exigé, mais en réalité tous ceux qui passent l'examen ont un Bac+5, et d'ailleurs certains masters en réalité ont pour fonction eh bien de préparer les étudiants à cet examen, ou à l'examen d'entrée à l'école des avocats, ou à l'école nationale de la magistrature. En revanche, j'aurais voulu ajouter que ce qui peut surprendre les étudiants par rapport à la licence et les matières qui sont suivies, c'est que par rapport aux enseignements qu'ils auront eu avant, comme au collège et au lycée, on répète en boucle à peu près les mêmes cours, même si on approfondit les matières. Il faut savoir qu'à l'université, ce ne sera pas pareil. Les matières que vous aurez en première année, on va construire dessus. On ne va pas réenseigner en détail. Ce qui en première année, c'est le droit de la famille. C'est considéré acquis en fin de première année. Et dans ce cas, on ne va pas recommencer depuis le départ à chaque fois qu'on fera appel aux mêmes notions. Donc c'est là-dessus où les étudiants doivent faire attention. C'est que quand on va commencer par exemple en deuxième année le droit administratif, le droit constitutionnel est considéré comme acquis. Donc il ne faudra pas qu'ils l'oublient, parce que c'est vrai qu'on avait tendance tous les ans au lycée à se dire bon, je peux effacer tout ce qui s'est passé cette année. Là, ce ne sera plus possible, car vous ferez à nouveau appel à ces mêmes connaissances. D'accord, merci Charlotte pour ton témoignage. Donc nous allons passer maintenant aux questions qui ont été posées sur le chat ou par le WooClap. Alors la première question, je vais vous la lire. Quels conseils pour réviser? Alors là, je vais me tourner vers Charlotte. Alors on a tous des techniques différentes. Il y a certaines personnes qui font des fiches des cours, où ils répètent les points essentiels et la jurisprudence qui est liée à ces points. Moi, ça n'a jamais fonctionné avec moi, mais énormément de personnes travaillent comme ça. Moi, je relis l'intégralité de mes cours avec l'appui des TD, car il ne faut pas se le cacher, c'est quand même les TD qui font l'essentiel des matières, car c'est les points qu'on aura le plus approfondis. Donc tout de suite, on fera des liens avec d'autres notions qu'on n'aura pas forcément vues à ce moment-là en TD. Et par rapport à cela, je préférerais dire qu'il est quand même beaucoup plus facile de connaître son cours quand on l'a écrit à la main que quand on l'a pris à l'ordinateur, car souvent quand on le prend à l'ordinateur, on fait un peu comme des robots. Alors quand on le prend à la main, tout de suite, on fait un effort de mémorisation, car le professeur ne s'arrête pas, ce n'est pas de la dictée, donc le professeur va vite. Donc il faut abréger les phrases, les reformuler. Souvent, on se met à avoir un code personnel, donc le passer à quelqu'un qui n'a pas ce code, il ne va pas se retrouver avec notre cours. Mais déjà, c'est faire l'effort de mémorisation, et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Et d'ailleurs, les professeurs, quand j'étais en licence, en deuxième année, se sont mis à nous dire qu'il fallait le prendre à la main. Et il y a même certains professeurs qui nous ont interdit d'avoir des ordinateurs en amphi. C'est bon à savoir.
Alors, le professeur va vite, tout dépend du professeur. On veille quand même en première année à avoir des phases de dictée, quoi, notamment pour les notions essentielles, mais c'est vrai que parfois ça peut aller plus vite. Il faut apprendre à prendre des notes. Et ça, encore une fois, on essaye d'aider les étudiants à le faire. Bon, après, c'est difficile de répondre à cette question, comment réviser. Il faut le faire tout au long du semestre, ça c'est sûr. On le répète, on le dit, on le répète. C'est pas toujours très entendu parce que certains étudiants croient qu'ils peuvent réviser des matières de 36 heures en un week-end. Alors c'est un pari qui peut être réussi, mais la plupart du temps, il est perdant. Donc le meilleur conseil quand même pour réviser, c'est de réviser tout au long du semestre. Encore une fois, les travaux dirigés en petits groupes obligent les étudiants à travailler tout au long du semestre. Pour les autres matières, je pense que... Petit souci technique. Pour les autres matières, je pense que là, c'est vraiment à l'étudiant d'être responsable et de travailler. Alors peu importe la méthode, hein, c'est-à-dire que certains ont une mémoire visuelle, donc ils vont faire des fiches effectivement à la main pour déjà recopier une première fois et puis pour visualiser mieux ce qui a été appris. Bon, globalement, les études démontrent qu'il vaut mieux noter quelque chose pour le mémoriser. Moi, personnellement, je n'interdis pas les ordinateurs dans les amphis, mais que celles et ceux qui n'auront pas les moyens de s'acheter un ordinateur se rassurent, on peut tout à fait réussir ses études en écrivant les cours à la main. D'accord. On va prendre une autre question. Est-il possible de partir suivre une partie des études à l'étranger? Je vais me tourner vers vous aussi, Monsieur Lavergne. Oui, alors il y a ce qu'on appelle des années de mobilité, en Erasmus notamment. Le programme Erasmus, hein, c'est des programmes d'échange vers des pays de l'Union européenne. Donc l'idée, c'est que l'année de mobilité, elle se fait désormais soit en troisième année, soit en première année de master. Mais comme maintenant la sélection a un peu changé tout ça, les pratiques vont probablement être modifiées, mais globalement, on a beaucoup de partenariats avec beaucoup d'universités étrangères. Et l'idée est de partir soit 6 mois, donc une moitié de l'année, soit carrément l'année en entier. Et là, c'est aux étudiants, on les accompagne évidemment, et bien de choisir l'université l'université étrangère qui va les accueillir en fonction des matières qui sont dispensées là-bas. Hein. Donc déjà, ils peuvent commencer, s'ils se sont spécialisés en France, eh bien, le choix de l'université, alors se fera en fonction sans doute du pays, de la langue qu'ils souhaiteraient pratiquer pour s'améliorer, mais également des matières qui sont proposées aux étudiants en mobilité internationale ou européenne. Parfait. Autre question, est-il possible de suivre des études de droit en travaillant avec un emploi étudiant? Alors, Charlotte, est-ce que tu peux répondre? Il est vrai que le plus souvent, en tout cas en première année, il y a déjà le choc de suivre des études en université qui va être très différent du lycée. Donc c'est tout à fait faisable, mais c'est vraiment se mettre un poids sur les épaules qui est assez conséquent. Après, il y a beaucoup d'étudiants qui réussissent tout en ayant un emploi à côté. Et parfois, c'est même ceux qui sont le mieux organisés car ils savent qu'ils ont un nombre d'heures limité, donc ils sont plus performants là-dessus, je pense. Après, il n'y a aucun souci. Les professeurs sont totalement compréhensibles avec ce souci-là. En fait, effectivement, certains étudiants n'ont pas le choix. Ils doivent travailler pour financer leurs études parce que soit ils n'ont pas le droit à une bourse, soit la bourse est insuffisante pour subvenir à leurs besoins. Donc ces étudiants-là, on essaye aussi de les accompagner, mais vous avez raison, effectivement, certains s'organisent. En fait, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils doivent s'organiser et, en conséquence, eh bien, ils doivent travailler à des moments très précis. Donc, ça peut, paradoxalement, aider leur réussite. Mais globalement, quand même, c'est évidemment plus difficile, vu que, grosso modo, une semaine normale en première année, c'est 15-16 heures de cours, parfois un peu plus. Et il faudrait normalement autant d'heures de travail personnel. Donc si vous rajoutez un emploi à côté, ça peut devenir évidemment totalement beaucoup plus compliqué. Donc il y a des mécanismes auxquels les étudiants peuvent bénéficier, et notamment ce qu'on appelle le régime spécial d'études. Donc ce sont des aménagements en fait de l'emploi du temps, avec la possibilité d'avoir des dispenses de cours à passer pour avoir moins d'heures tout simplement.
Alors là aussi, il y a des calculs à faire, il y a des choix importants à opérer. On est là pour encadrer ces étudiants-là, parce que parfois, être dispensé des travaux dirigés, par exemple, c'est possible. Bah, ça peut être un mauvais calcul, puisqu'évidemment, ces étudiants-là n'auront pas travaillé en travaux dirigés en petits groupes pendant tout le semestre et vont se retrouver seuls face à leur copie en examen terminal au mois de décembre ou au mois de janvier. Donc là aussi, il ne faudra pas qu'ils hésitent à s'adresser à l'administration pour trouver un programme à la carte en fait, qui sera à même de les aider. Merci. Autre question, la licence de droit est-elle obligatoire pour accéder aux études d'avocat et autres professions juridiques? Alors la réponse est là, c'est simple, c'est oui. Donc il faut une licence et même un bac+4 et sans doute bientôt un bac+5. Parce que les étudiants qui passent l'examen d'entrée à l'école des avocats, la quasi-intégralité d'entre eux, oui, ils ont un master, un niveau master, ou alors ils sont, pendant qu'ils passent l'examen, en fait, ils sont déjà en deuxième année de master, donc ils vont l'avoir, ce master. Je précise que c'est un examen, ce n'est pas un concours, c'est-à-dire que dès lors que les étudiants ont la moyenne de 10 à l'ensemble des épreuves, ils peuvent rentrer à l'école des avocats. Alors il n'y a pas d'école d'avocats à Tours, historiquement, elle est à Poitiers, hein, donc il faudra là prévoir une petite mobilité, c'est pas très loin. Mais oui, globalement, pour être avocat, aujourd'hui, c'est 5 ans d'études. Okay. Après, certains masters encouragent, même en première année, de le passer pour faire un test par rapport au concours et voir, à l'examen et voir ce qui est attendu par la suite. Oui. Donc certains le passent en Master 1, sachant pertinemment qu'ils ne l'auront pas, mais au moins ça leur fera un galop d'essai. Voilà, exactement. Autre question, que faire avec une capacité en droit? Alors, la capacité en droit, je tiens immédiatement à préciser, c'est qu'on ne la propose pas à Tours, elle n'est plus disponible depuis longtemps. C'est ça, depuis très longtemps. Mais le but de la capacité en droit, qui est encore proposée ici ou là, en France, c'était, comment dire, une forme de préparation à l'entrée, à la première année, à l'époque du DUG, hein, enfin de la première année de licence en droit. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de la propédeutique, c'est le terme est un petit peu barbare, mais c'est en fait ça permet de se préparer tout simplement et éventuellement remédier à des difficultés aussi qui datent du collège ou du lycée. Donc à Tours on ne la propose plus, il y a un certain nombre de villes qui la proposent plus. Désormais la remédiation on essaye de la faire, nous on la proposera l'an prochain à l'intérieur des études de droit. Autre question de Carla. En reprise d'études, on a les mêmes chances qu'un lycéen pour réussir? Alors, d'après vous? Alors, je n'ai pas de statistiques là pour cette question. Est-ce qu'on a les mêmes chances? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les reprises d'études, tout dépend de la raison pour laquelle les études ont été interrompues. C'est-à-dire qu'il y a des cas extrêmement variables. C'est-à-dire qu'on a des reprises d'études de personnes qui, en réalité, sont en formation continue et qui occupent un emploi depuis des années. Donc, c'est des personnes qui ont 40, 50 ans et qui décident de reprendre leurs études en réalité pour se former et pour évoluer dans leur carrière. Donc, on accueille ce public-là aussi, hein, on les accompagne aussi. Généralement, ce sont de bons étudiants, parce qu'ils ont du recul, évidemment, notamment. Si la question c'est est-ce qu'une rupture dans le cursus universitaire d'1 an ou 2 ans peut porter préjudice, tout dépend les raisons pour lesquelles il y a une rupture dans les études. Je dirais que par expérience aussi, les personnes en reprise d'études sont généralement beaucoup plus motivées que des jeunes lycéens en formation initiale qui débutent leur première année dans l'enseignement supérieur. Et ça se voit dans leur implication dans les études, leur engagement et leur capacité de travail. Donc tout dépend des prérequis, je dirais. Autre question, peut-on sortir notaire de la fac de Tours? Alors, on peut sortir notaire de n'importe quelle fac, mais simplement il y a une école qu'il faut faire. Alors, vous voulez peut-être en dire plus, puisque c'est votre champ de spécialité. Oui, c'est en 2e année de master de droit du patrimoine, où on peut partir sur le cursus ingénierie patrimoniale, qui est là vraiment une spécialisation sur toutes les questions patrimoniales, que ce soit fiscalité au sein des successions, le droit par exemple, comment on règle un divorce, mais par rapport à la question patrimoniale, parce que
le divorce en tant que tel est étudié en première année de licence. Oui, on étudie les matières destinées au notariat, mais par la suite, il y aura besoin de passer le concours qui est un examen de l'Institut du notariat qui a changé de nom assez récemment et qui est situé à Poitiers. Oui, il y a quelques masters en droit notarial qui existent dans certaines facultés de France aussi. Oui. Autre question, pourquoi choisir le droit? Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette filière? Alors là, je vais me tourner vers Charlotte. À l'origine, je voulais faire procureur de la République depuis que j'étais assez jeune. Donc j'ai toujours su qu'il faudrait que je fasse du droit, donc je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Après, il faut rester ouvert d'esprit et je me suis rendu compte que procureur, ce n'était pas forcément ce qui me plaisait. Et c'est avec les matières que j'ai suivies au cours de la licence que je me suis rendu compte que le droit immobilier m'intéressait par rapport à la 3e année où on suit du droit des biens. Et c'est là que j'ai décidé de faire mon master de promotion et gestion de l'immeuble. Merci. Oui. Globalement, pour compléter, il n'est pas nécessaire d'avoir une idée très précise de la profession qu'on veut exercer. Alors c'est vrai que beaucoup de nos étudiants veulent être avocats, juges pour enfants, procureurs de la République, mais un certain nombre de nos étudiants ne savent absolument pas ce qu'ils veulent faire. Et ce n'est pas très grave. En réalité, moi je suis allé en droit par élimination en fait, c'est-à-dire que j'étais à la fois, j'ai eu un bac scientifique, j'étais plutôt littéraire en réalité, donc j'aimais l'actualité, etc., les questions notamment politiques contemporaines, donc le droit comme ça me parlait, mais je ne savais absolument pas en réalité ce que c'est-à-dire qu'on apprend le droit encore une fois eh bien, à la faculté de droit. Il se trouve que ça m'a plu, mais moi je veux rassurer les auditeurs et les auditrices, il n'y a pas besoin d'avoir une fibre juridique ou d'avoir une famille de juristes. C'est ça aussi qui est beau dans l'université en général, c'est-à-dire qu'on découvre des matières aussi en première année. La première année est faite pour ça. C'est pas très grave aussi de se tromper de voie, à condition de ne pas multiplier les erreurs, mais c'est pour ça que je disais que dans la maquette, il y a aussi des matières d'ouverture qui permettent de se réorienter, mais c'est aussi de la découverte la première année de droit et la première année de n'importe quelle faculté. Donc parfois ça plaît, parfois ça ne plaît pas, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que les étudiants parfois se révèlent, c'est-à-dire des étudiants qui étaient moyens au lycée, voire qui obtenaient des notes vraiment pas très bonnes et qui ont eu le bac de manière un petit peu juste, eh bien, peuvent se révéler être d'excellents juristes parce qu'ils aiment cette matière-là et on ne leur impose plus de faire je ne sais quelle matière qui ne leur plaît pas. Autre question, est-ce qu'on fait moins de droit en droit langue? Est-ce une licence qui ouvre aux mêmes possibilités que droit? Alors, pour information, pour ceux qui ne connaissent pas la licence droit langue, c'est une licence, une double licence où on fait à la fois des enseignements de langues étrangères appliquées et des enseignements de la licence de droit. C'est vraiment une double licence et ça demande beaucoup plus de travail. Donc, quels sont les avantages, les inconvénients? Alors, effectivement, vous l'avez dit, la licence droit langue est une double licence. C'est-à-dire que les étudiants qui sont diplômés d'une telle licence, en réalité, ont à la fois une licence en droit et à la fois une licence de langue. Pour répondre très précisément à la question, est-ce qu'on fait moins de droit en droit langue? En première année, la réponse est non. C'est-à-dire que les étudiants ont l'intégralité des matières juridiques fondamentales. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes, mais là depuis 2 ans, depuis qu'on a modifié notre offre de formation, toutes les matières juridiques de première année sont suivies dans les mêmes conditions par les étudiants en droit langue. Ils sont dans nos amphithéâtres, d'ailleurs ils ne sont pas clairement identifiés, ils sont mélangés avec d'autres, avec les juristes, on va dire ceux qui sont inscrits en L1 droit simplement. Donc ils suivent l'intégralité des matières. Après, vu qu'il y a des options à choisir, en 2e année et surtout en 3e année, là certains choix ne vont plus être proposés au droit langue pour des raisons tout simplement de compatibilité d'emploi du temps. Mais vraiment, il faut insister pour dire que ce sont des juristes à part entière parce qu'ils ne perdent rien finalement du cœur de la matière juridique. Par contre, il faut préciser aussi que, évidemment, ça va supposer un emploi du temps évidemment beaucoup plus contraint et beaucoup plus chargé. Parce que l'intégralité des matières juridiques, mais aussi l'intégralité des matières de langue de la première année.
Donc ça fait à peu près une trentaine d'heures de cours par semaine, plus du travail personnel. Donc ça, il faut le savoir. Les étudiants, de toute façon, s'en rendent compte assez vite. Et puis, bon, là, ils n'ont plus le choix, donc ils travaillent, et souvent, évidemment, ce sont des étudiants travailleurs. Mais à la clé, l'avantage, c'est vraiment une double licence, une véritable double licence. Autre question, qu'est-ce que vous regardez dans le dossier scolaire d'un élève de terminale? Alors j'imagine qu'on parle de la procédure Parcoursup et de la commission d'examen des vœux, puisque c'est son nom. Je crois que Oui. M. Lavergne, vous en avez fait déjà partie de cette commission. En tant que responsable de la première année, oui, j'en fais partie automatiquement, on va dire. Donc qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qu'on regarde? Alors, je ne vais pas révéler tous les secrets de nos critères de choix, mais pour rassurer ceux qui nous écoutent, d'abord peut-être, parce que Parcoursup nourrit beaucoup de fantasmes et de craintes qui sont la plupart du temps alors soit justifiées, soit injustifiées. Pour rassurer ceux qui nous écoutent, en droit, en L1 droit, on a pu prendre depuis 2 ans tout le monde, parce que nos capacités d'accueil le permettent. En revanche, on fait un classement. Un classement qui se fonde sur certaines notes, avec des coefficients, voilà, que je ne révélerai pas, mais certaines notes obtenues, notamment au bac de français en première, et sur les bulletins dont on dispose également. À l'issue de ce classement, eh bien, les futurs étudiants vont être appelés, et certains vont être sur une liste complémentaire. Le temps que les premiers répondent. Liste d'attente, vous voulez dire. Oui, liste complémentaire, enfin liste d'attente, Oui. c'est la même idée. Ce sera un peu plus long pour cela, parce que ça se terminera aux alentours de la mi-juillet, on va dire. Ce qui était beaucoup plus long l'année précédente, ça se terminait au mois de septembre. Donc là, il y avait un réel stress pour les étudiants de ne pas savoir où ils allaient être affectés. Désormais, le calendrier a été quand même très raccourci. Donc, a priori, en droit, voilà, je ne veux pas non plus donner des assurances totales, mais on a les capacités d'accueil. C'est-à-dire qu'on a anticipé même le baby-boom des années 2000, qu'on sent bien là, clairement, dans l'enseignement supérieur, en créant un 3e groupe de cours en première année. C'est-à-dire qu'avant, on avait 2 groupes d'amphi, 2 groupes. Désormais, on en a 3. Donc on a multiplié les postes, on a multiplié les cours, donc on a pu le faire. Ce qui fait que les étudiants peuvent suivre des cours dans des conditions normales. Personne n'est assis dans les marches à la faculté de droit de Tours. Oui, sur les précédentes campagnes Parcoursup, nous avons pu absorber tous les bacheliers de l'Académie Orléans-Tours et même au-delà de notre territoire. Donc vous pouvez rassurer. Oui, parce qu'il y a un quota. Alors là, c'est la plateforme qui le maîtrise, on va dire. Oui. Les étudiants qui ne relèvent pas de l'Académie Orléans-Tours, il y a un quota qui est déterminé par le rectorat. Je ne rentre pas trop dans les détails. Mais voilà, vraiment, et ce que je dis, moi, lors de la réunion de rentrée, quand j'accueille les premières années, c'est que ce classement Parcoursup, finalement, il donne un signal, effectivement, peut-être à ceux qui sont très mal classés, qui pourront, par effet de désistement, sans doute être inscrits. Mais ça leur donne un signal de dire, voilà, ce classement-là, ça va peut-être être un peu plus difficile pour vous. Mais c'est tout. On connaît aussi des étudiants vraiment qui obtenaient des résultats très mauvais au lycée et qui deviennent très bons en première année ou en 2e année. Et à l'inverse, des étudiants qui sont très bons au lycée, parce qu'ils sont très scolaires, etc., eh bien, se retrouvent un petit peu plus en difficulté à l'université. Donc, moi, je rassure vraiment ceux qui nous écoutent, à Tours en tout cas. C'est une étape à passer, bon, voilà, qui est un peu longue, qui est un peu stressante, mais normalement, au bout du compte, tout le monde pourra être pris. Et surtout, ce classement-là, personne ne le connaît. Moi, je peux y avoir accès, mais ça n'a aucun intérêt. On ne juge pas les étudiants par rapport à ce classement-là qui veut, encore une fois, pas dire grand-chose. Alors, conseillez-vous de suivre une prépa en droit? Je vais être très franc. Prépa en droit avant la première année? J'imagine, mais... La réponse est non. Non, ce sont plus des prépas privées qui sont payantes. Non, là, ces étudiants vont rentrer dans le service public de l'enseignement supérieur, qui est, alors, pas complètement gratuit, mais quasiment. On met tout en œuvre pour aider nos étudiants à réussir. À mon avis, il ne sert à rien de suivre ces prépas, surtout pas au préalable, vis-à-vis d'organismes privés
dont la qualité de formation n'est pas garantie. Voilà, pour le dire très clairement. Merci. Une autre question, Pauline ou Audrey? Alors, Polygames, do we can law study if I do not speak French? Donc là, il pose la question à savoir s'il peut suivre des enseignements de droit à Tours, j'imagine, s'il ne parle pas français. Alors ça risque d'être compliqué, parce que les cours sont en français. Donc Ouais. à part une option dans un module voilà, où les cours sont en anglais, tout le reste est bien entendu en français. Donc je conseillerais à cet étudiant peut-être de choisir une université anglo-saxonne. Oui. Alors sur le site Études en France, vous avez un annuaire de tous les enseignements universitaires qui sont dispensés en anglais. C'est les programmes Taught in English, c'est son nom, et il peut, ce YouTuber, faire une recherche sur cet index, sur cet annuaire, pour retrouver le master de droit, parce que je pense qu'en licence, il n'en aura pas, qui sera enseigné en langue anglaise, mais dans une université française. Autre question, avec un bac STMG, est-il possible de s'inscrire et de réussir en droit? Alors, je parlais tout à l'heure des baccalauréats. Il faut être clair, les baccalauréats qui réussissent le mieux, ce sont les baccalauréats généraux. Il faut dire aux baccalauréats professionnels et techniques que, effectivement, ça va être un petit peu plus dur. Je mettrai le bac STMG un petit peu à part, parce que pour répondre à la question, oui, on accueille les bacs STMG. Hein, c'est-à-dire que, encore une fois, dans Parcoursup, on a les capacités d'accueillir tous ceux qui demandent, donc y compris les bacs STMG. Ils ont moins de difficultés statistiquement, on va dire, que les bacs pro, mais on constate que les bacs STMG ont plus de difficultés que les bacs généraux. Donc, à cela, je dirais un petit peu de prudence et ne pas hésiter à prendre contact avec les enseignants au début de l'année bien pour établir peut-être un bilan de compétences et voir ce qui est possible de faire pour ces étudiants-là. D'accord. Autre question, est-il intéressant de faire une licence de droit pour intégrer une école de commerce? Alors là, ça serait une autre stratégie que la prépa commerciale et de passer par une licence pour après un bac plus 2, j'imagine, via les concours type admission parallèle, intégrer une école de commerce. Oui, ça peut être un calcul. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas trop d'avis sur les écoles de commerce, j'avoue. Par expérience, je dirais que c'est plus les DUT, techniques de commercialisation, GEA, qui vont s'orienter après leurs 2 années d'études à l'université vers une école de commerce privée. Sur les licences générales, peut-être ceux en licence de gestion peuvent tenter ça. Mais généralement, les juristes restent... Généralement, le mouvement est peut-être un peu inverse. C'est-à-dire que les écoles de commerce se mettent à proposer beaucoup de droits. C'est pour ça qu'il y a des ponts qui existent, notamment évidemment du droit des affaires, etc. Mais disons que pour apprendre le droit, je le dis, parce que ces écoles de commerce ont tendance à vouloir nous concurrencer, moyennant des frais d'inscription, évidemment, parfois et souvent beaucoup plus élevés. Pour étudier le droit, il faut aller à l'université. Voilà, il faut aller dans une faculté de droit. C'est dans une faculté de droit qu'on apprend le droit. C'est pas ailleurs. Ok, je vais prendre une dernière question. Quelle spécialité choisir pour pouvoir envisager le droit? Alors là, je pense qu'on parle des spécialités en première et terminale. Oui. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis, c'est assez simple. Je conseille aux lycéens de prendre les spécialités dans lesquelles ils se sentent à l'aise et qui les intéressent. Parce que, historiquement, on prend tous les bacs, toutes les filières, donc littéraire, scientifique, économique et social. Donc, par contre, j'invite vraiment les lycéens à faire des choix rationnels, hein, à ne pas prendre des options qui n'ont rien à voir entre elles pour ne pas se fermer des portes. S'ils sont sûrs de faire du droit, faites ce que vous voulez. Mais si ces étudiants, ces lycéens-là ne sont pas certains, reconstituez les anciennes filières à peu près. Mais encore une fois, le droit s'apprend en fac de droit et pas au lycée. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci Charlotte pour votre témoignage. Donc cette émission arrive à sa fin. Je tiens à remercier Audrey, Carole, Pauline, Jean-Philippe, Damien et Benoît, sans qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Je précise pour ceux qui ont raté le début du live qu'elle sera disponible très prochainement en replay, toujours sur cette même chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique dans une prochaine émission. Bonsoir.